Ma descente aux enfers est donc sorti fin février dernier. C'est un livre coup de poing. Vous dévoilez l'envers d'un certain décor du milieu de la boxe, vous l'avez précisé. De votre milieu à vous, d'accord, comme ça ce sera plus clair, tel que vous l'avez connu. Donc aujourd'hui vous connaissez des jours plus tranquilles, vous êtes loin de la capitale, vous habitez en Ardèche, vous avez un café, un bar qui est sur une route de passage, qui s'appelle actuellement le Barrage, mais qui va changer de nom. Oui. Il s'appellera... Je l'appelle le Ring. Bon, pourquoi pas. Oh. Reportage de Gilles Couder. Cette finale tant attendue entre Patrick Magnéto et Thiozo, eh bien, elle a été fort décevante, mais c'est tout de même le plus styliste des deux, Christophe Thiozo, 18 ans, Thiozo donc, nouveau champion de France de la catégorie des mi-moyens. Après ce combat pour Christophe, tout va très vite. En 84, il est médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Passé chez les super moyens, il obtient la consécration le 30 mars 1990. Christophe Thiozo, admis dans le grand monde, vainqueur hier soir à Lyon du Coréen In Chul-Beck par arrêt de l'arbitre, oui, à la 6e reprise. Le Français est donc devenu champion du monde WBA des super moyens. Thiozo à l'aube d'une grande carrière internationale, commentaire d'un expert, Alain Dorgans. S'il n'en reste qu'un champion du monde, Christophe Thiozo sera bien celui-là. Ce titre, Christophe le conservera jusqu'en avril 91, jusqu'au match contre le Panaméen Victor Cordoba. C'est alors la fin d'un règne. Commence pour le boxeur ce qu'il appelle sa descente aux enfers. Je veux boire un jus d'orange. Tu d'alcool, Christophe? De temps en temps, hein. Pas beaucoup. La santé de Christophe. Bon alcool quand je fais la fête, mais quand je fais pas la fête, je bois pas d'alcool. Ça va. Quand je fais plus trop la fête. Vous connaissez celui qui était là, Christophe, ou pas? Non, pas du tout. C'était une surprise pour vous? Surprise, oui, parce que je l'ai reconnu tout de suite, j'ai fait ça, et puis d'ailleurs, il a vu que je l'ai reconnu tout de suite. À votre santé. Santé. En décembre dernier, Christophe se met définitivement au vert. À 1 heure de Lyon, dans l'Ardèche, l'ex-champion du monde reprend ce bar. Il décide dans le même temps d'écrire un livre, son livre, Ma descente aux enfers. Dans ce livre, il ne se vante pas, il écrit, fin de compte, toutes les conneries qu'il a fait et qu'il n'aurait pas dû faire. C'est pas un livre de champion qui va raconter sa carrière et tous ses succès, c'est un livre qui raconte, fin de compte, ses défaites. Le seul combat qui parle le plus, c'est contre Cordoba, et c'est contre Cordoba qu'il a souffert le plus, il s'est fait casser de dents et de côtes. C'est-à-dire qu'il aurait pu éventuellement raconter son champion du monde ou d'autres choses, parler de... se vanter en 2 mots. Non, mais ça sert à quoi de dire oui, j'ai fait un bon combat, j'étais le plus beau, j'étais le plus fort, ça sert à rien que dalle, c'est des conneries ça. Bah, peut-être que les gens ont envie de l'entendre aussi, ça, non? Bah, les gens qui achètent mon livre, c'est qu'ils m'ont vu déjà dans la victoire, dans la gloire, tout ça. Donc ils ont besoin en plus que je leur fasse rappeler puis que je leur dise. Les gens qui le lisent, ils sont étonnés qu'ils soient si francs. Ça me surprend parce que je crois que tous les gens qui écrivaient des livres ils disaient la vérité. C'est souvent des comme ça? Ouais, souvent, hein. Tous les jours. Tous les jours, des gens qui écrivent bien, le livre que vous avez écrit, les suivis de carrière, tout ça, quoi. Ouais, j'en reçois plein, ça fait plaisir. Tout d'abord, nous venons d'acheter votre livre, voilà. Je veux vous dire que j'ai pratiquement vu tous vos combats de boxe. Dans votre livre, j'apprends que vous viviez en Ardèche. J'apprends que je connais très bien, puis que je suis ardéchois, voilà. Il est bien accueilli par le public comme ça parce que j'ai arrêté, parce que j'ai changé de vie et tout ça. Si je racontais ça et je dis oh, je continue à me calmer et tout ça, il ne serait pas accueilli pareil. Donc c'est pour ça que j'ai pu raconter ce livre-là, j'ai pu écrire ce livre, parce que j'ai tourné une page, parce que j'ai arrêté. Ah mon chien. Aujourd'hui, Christophe construit sa nouvelle vie auprès de sa famille. Il rencontre Karen par hasard dans une boutique, c'est le coup de foudre. J'ai compris qu'il était mal dès le début où je l'ai connu. Hein. Je savais qu'il avait eu un passé très difficile et qu'en plus il continuait encore à trimer en quelque sorte. Ça vous a pas effrayé ça? Non, ça m'a pas effrayé parce que moi j'étais à peu près dans le même milieu aussi, j'étais un petit peu paumée aussi si on veut dire, donc non, ça m'a pas effrayé, non. Je me suis dit que bon, bah, c'était enrichissant de construire quelque chose avec quelqu'un qui avait un vécu difficile. Hein. Vous avez appris des trucs ou pas dans ce livre? Non, du tout, non, je savais à peu près tout. Tout, vraiment? Ouais, non, il m'a tout dit du début jusqu'à la fin, oui.
Pas un truc que vous avez essayé de cacher ou... Non, non, du tout. C'est le passé, bah ouais. donc j'ai pas caché mon passé. Hein. Non, j'ai tout dit avant. J'ai tellement fait le tour des filles à talons hauts, aguicheuses et fièrement posées sur des sièges de bar nocturne que j'ai envie d'une certaine authenticité. Elle s'appelle Karen, elle accepte de boire un verre et puis elle m'acceptera tout court. Je me suis lavée de toutes les merdes, j'ai balayé pas mal de trucs moches et quand il était plus que temps de se choisir une autre vie. Ça vous touche, ça? Ouais, particulièrement, oui, quand même. Pourquoi? Parce que c'est une révélation profonde et qui en fait résume à peu près, résume certaines choses en fait du passé de Christophe et de voilà. Vous sentez que c'est vraiment un tournant de sa vie, votre rencontre? C'est plus qu'un tournant. On peut même pas définir ça comme un tournant. C'est en quelque sorte une seconde vie qui renaît. Bébé à papa. Tu fais l'engoûter, ma chérie? Autre naissance et autre révélation pour le boxeur, le bonheur d'être le papa de Luciana, son premier enfant. Parce que vous avez rien compris. C'est comme ça, hein. Regarde tes doigts. Comme ça. Alors, ça y est, c'est vite. Il y a un mois, Fabrice Thiozot, le petit frère, conserve son titre de champion du monde des lourds légers. Chez lui, Christophe est toujours le bienvenu. Ils sont restés très proches. Même si je me doutais un peu, bon, c'était pas toujours la fête, quoi. Enfin, si, un peu trop, non, mais bon, on savait que c'était pas toujours la fête. On peut pas se douter que c'est si grave que ça. C'est bon, quand on voit Christophe aussi, et même quand il était dans la merde, et ben ça se voyait pas quand on voyait. Donc on dit, c'est pas si grave que ça, quoi. Et donc c'est peut-être ça qui a fait que ce livre a été une surprise pour tout le monde, quoi. Qu'est-ce qui était le plus dur pour vous à lire quand vous avez lu son livre? Tout, ça met une boule dans le ventre, hein. Tout, parce que c'est mon frère, je l'aime, et puis peut-être aussi de ne pas avoir été là au bon moment, peut-être. Vous êtes voulu un petit peu par rapport à ça ou... Non, pas, je m'en veux pas, parce que si encore il était venu me voir, il me dit ça va pas, puis je l'envoie chier, là oui, je m'en serais voulu, mais ne pas avoir senti vraiment les choses, ou ne pas avoir vu que c'était... C'est pas ça, ne pas avoir vu que c'était si grave. Voilà, peut-être. Mais je me rattrape maintenant, je vais essayer de me rattraper maintenant. Je sais pas... Vous pensez que ça lui manque un peu, non, quoi? Évidemment, à mon avis, ça manque quand il était champion du monde. Puis je pense que tout ça, ça lui manque. Mais bon, on n'est pas champion du monde une vie. Je veux dire, ça, c'est un passage pour une vie. Mais c'est vrai que la boxe, on chie à l'entraînement, faire des footings, faire des abdominaux, je pense pas que ça lui manque. Je pense pas que ça lui manque, mais c'est vrai que l'ambiance, les gens, la montée sur le ring, les coups sur le ring, ouais, bien sûr. Ça, c'est des choses que personne ne peut vivre ça. Et donc, je pense pas que ça passe jamais. Donc, c'est vrai que avec mes combats, il revient un petit peu tout ça. Ouais. 2 mois après la sortie de son livre, Christophe remonte à Paris pour y rencontrer un ami. Alain est journaliste sportif. Il suit la carrière de Christophe depuis ses débuts. Il y a 6 mois, il arrive à le convaincre de lui écrire son histoire. T'es venu tout seul? Ouais. Écrire dans le style Christophe Thiozot, c'est pas facile? Moi, je trouve qu'il parle très bien. Donc déjà, il a le langage pour bien parler. Et je pense qu'un ouvrage, ça doit être écrit, certes, mais on doit aussi reconnaître un peu la façon de s'exprimer de quelqu'un. Donc j'ai essayé modestement de me mettre à sa place. C'est lui qui écrit, finalement. J'essaie de me mettre dans son personnage. Et ensuite, en fait, c'est comme si j'avais une main qui s'appelait Christophe Thiozot. Une main plus petite quand même, hein, mais c'est plus ça, quoi. Vous avez été surpris par le style? Est-ce que ça vous correspond? Ah bon, complètement, on dirait que c'est moi qui parle. Si un livre sur moi peut être écrit que comme ça. C'est-à-dire? Comme il l'a fait Alain. Quand on lit mon livre, on se connaît bien, quand on lit mon livre, on a l'impression que c'est moi qui l'écris, parce que comme il écrit, c'est comme je parle. C'était dur, ça, à rentrer dans le pot de personnage ou pas? Non, quand on aime les gens, c'est pas dur. On peut pas faire un bouquin de complicité avec quelqu'un qu'on n'aime pas. J'ai fait d'autres ouvrages, donc forcément, il faut aimer la personne. Si on l'aime pas, on peut pas faire un bouquin.
c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une espèce de métamorphose. On se met dans... Je ne vais pas dire que j'ai pris les coups pour lui contre Victor Cordoba, mais à un moment donné, on se remet dans le personnage. Voilà. C'est bien. On va le laver. Voilà. Ça va, toi? Des choses qui m'ont surprise, par exemple? Ouais, je dirais quand même sa grande naïveté, qui est quand même une qualité, sa très grande naïveté. Et c'est ce qui explique un peu tout son parcours. Il a appris des choses, ta mère, votre Ah oui, mère? elle savait pas qu'au niveau de la drogue, tout ça, ça savait pas. Il n'y a pas grand monde qui savait. Hein. C'est quand même assez délicat. C'est quand même un rapport fils-mère, quoi. C'est vrai qu'il lui a appris des trucs. Je l'ai averti quand même avant, mais je l'ai averti par l'intermédiaire de ma soeur. J'étais fait là à ma soeur, et puis j'ai dit comment je peux faire avec maman pour lui dire ça et tout. Et ma soeur, elle t'inquiète pas, je lui ai dit. C'est quoi, c'est un sujet tabou ou Non, je sais pas, c'est... Pudeur peut-être, ouais. Ah, pudeur, ouais. Elle t'a pas fait une remarque en te disant non, tu t'es lâché? Non, elle m'a dit, bon c'est fini, on n'en parle plus. Ouais. Alors, Robert, Madame Tiozo, Comment? vous inspire quoi ce reportage? Je les connais, hein. J'ai vu... Ah, mais on n'a pas vu Franck, enfin mes 3 enfants, je les connais. Ouais. Je ne les vois pas souvent parce que moi je vis en Corse, hein, j'ai oublié de le préciser, je vis à Calvi. Et j'ai promis au Calvet de prononcer Calvi au moins 3 fois, alors vous m'aiderez un petit peu. D'accord, je vous en prie, plus que 2. On n'a pas bien entendu, madame, vous habitez où exactement en Corse? Je demeure à Calvi, à Calvi, 20 260, à Calvi même, ouais. près de la Comment s'appelle plage. cette ville? Il y a cette très jolie citadelle qui est près de la mer en Corse. Comment s'appelle cette ville? Non, en Corse. Où il y a une très jolie citadelle. Voilà, là, c'est là. Ben, je ne suis pas loin de la Comment citadelle. ça s'appelle? Là. Calvi. Ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois, merci madame. 5 fois même, d'accord. Madame, quand Christophe parle de vous, c'est un grand garçon quand même, c'est un costaud, mais on a presque l'impression que vous avez peur du jugement de votre mère, Christophe. Non, je n'ai pas peur du jugement. C'est plus que de la peur, hein. Il savait très bien que ça allait barder, au moment je l'aurais su. Hein. Ça, c'est clair. J'ai pas peur du jugement de ma mère parce que je sais très bien comment ma mère va réagir et c'est ma mère. Mais je sais qu'elle ne sera pas contente. Ouais. Oh ben non, c'est peu dire que j'étais pas contente. Vous savez, moi, ça m'a éclaté comme ça. On ne savait pas. Pourquoi vous n'en avez pas parlé avant ensemble? Je sais pas. Mais si tu sais très bien que... Tu sais très bien que j'aurais jamais accepté. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je t'aurais pas laissé te détruire comme ça. Ça, il n'en est pas question. Ça soit toi, ton frère, tes 2 frères et ta sœur. Moi, je suis votre mère et je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas votre mère comme ça quand ça vous plaît. Je suis votre mère jusqu'à ce que je sois morte. C'est ainsi. Et on sent que c'est mené à la baguette. Hein. Vous maniez le micro comme un chef d'orchestre déjà? Oui, ça marche un petit peu comme ça. Parce que si moi, je leur dis rien, il n'y a personne qui le fera. En fait, le plus grand boxeur de la famille, c'est maman. Madame Serret, vous avez essayé de faire interdire la publication du bouquin en Corse? Oh, non, je ne souhaitais pas que le livre arrive sur l'île, mais c'était un peu par... j'étais pas contente. Vous savez, il y a une sorte de règle qui s'établit chez les Tiozo, que je vais vous expliquer en 2 mots. Quand Christophe est champion du monde, c'est papa qui est là. Quand Christophe passe en correctionnel, c'est maman qui est là. Lorsque Fabrice est champion du monde, c'est papa qui est là. Quand il faut venir essayer de se justifier de ne pas être au courant, ça se discute. Devinez. C'est drôle. C'est important les mamans. Hein. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais je garde l'œil sur lui. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne l'aime pas moi et aujourd'hui. C'est comme ça. Si j'avais su, j'aurais fait quelque chose. Mais dans son malheur, moi j'ai eu une chance inouïe que des mamans n'ont pas. C'est que le mien, il n'est pas mort. Moi, je demeurais à Saint-Denis. Alors, des overdoses, vous savez, il y en avait. Hein. Et chez nous, moi, je n'ai rien vu. Parce que lorsque Christophe venait à la maison, il était toujours bien beau, tout ça, son litre de jus d'orange et tout ça. Il m'a trahi, il m'a trompé. C'est vrai, j'ai ressenti ça comme une trahison. Peut-être qu'il vous a caché la vérité, il ne faut pas vous faire de peine, en fait, j'imagine. Ah, mais c'est sûr que... Il ne vous a pas trahi, madame. S'il ne vous a pas trahi, il
Il vous a préservé, c'est pas pareil. Oui, on peut prendre les choses comme ça, mais vous savez, tant qu'il est resté boxeur amateur, moi je m'occupais de tout, de sa santé, je m'occupais de tout, et tout allait bien. À partir du moment où il est passé professionnel, je l'ai dit une fois à un journaliste, moi on m'a botté en touche, je n'existais plus, les autres ont pris sa carrière en main. Alors quand je posais des questions un peu trop embarrassantes, alors le manager je ne le voyais plus, l'avocat non plus, et Christophe non plus. Mais enfin, le livre, je l'ai lu. C'est pas un livre que je relirai toute ma vie comme autant n'importe le vent. Je vais bien le mettre au fond d'un tiroir et je vais continuer. Est-ce que vous êtes contente qu'il l'ait écrit et qu'il se soit libéré de quelque chose? Vous savez, quand ils sont contents, je suis content. Quand ils sont malheureux, je suis malheureuse. Et c'est comme ça. Alors là, je me suis éloignée un petit peu. Je suis quand même à combien 1300 km de la région parisienne, à Calvi, comme j'ai eu le plaisir de le dire. Et je les vois, tous les quatre, je les vois autrement. Christophe, un mot sur votre frère Fabrice qu'on a entendu également s'exprimer dans le reportage. C'est ça que j'avais peur aussi, excusez-moi, je ne l'ai pas dit. Je craignais que le livre arrive en Corse et je n'aurais pas voulu non plus que ça fasse du tort à la carrière de Fabrice. Ça, j'étais quand même un petit peu craintive de ce côté-là. Et le reste de la famille, comment ils ont réagi Non, ils ont bien réagi. Bon, moi, sur la drogue, ils ne savaient pas. Ils savaient que je chantais beaucoup. Et il m'est arrivé pas mal d'histoires à cause de ça. Vous avez un peu perdu le contact avec la réalité. Ouais, exactement, bien sûr. Et l'alcool là-dedans? Parce que quand vous descendez 2 à 3 bouteilles de whisky dans une nuit, vous devez vous sentir bien le lendemain matin au réveil tout frais pour aller s'entraîner. Non, mais je sais pas, je vais être fort parce que... Il encaisse. Est-ce qu'il y a eu des réactions dans le milieu de la boxe à propos de votre livre? Non, mais toutes les réactions que j'ai eues, moi, bon, je reçois un peu de courrier aussi. Il y a des gens, par exemple, là, avant que je vienne ici, il y a des gens qui sont déplacés de Paris pour venir me voir. Et pour discuter avec moi, ils sont restés 3 jours, ils ont mangé au restaurant. Il n'y a que des bonnes réactions sur ce livre. Pourquoi? Parce que bon, je raconte une certaine vie, et puis parce que j'en suis sorti. Parce que maintenant je suis bien, je suis avec ma femme, avec ma petite fille, et puis j'aspire à une autre vie, et puis je suis vraiment bien comme ça. On va peut-être regarder encore une fois la couverture du bouquin. Je veux savoir comment a été choisie la photo. Peut-être que c'est Alain qui peut nous répondre. C'est Alain qui a choisi la photo. Hein. Voilà. Donc on voit quand même un boxeur qui en a pris plein la tronche, quoi, là, c'est clair. Avec ce sourire, pourquoi vous voulez cette photo, Alain? Au départ, on a hésité un petit peu, ou mettre une photo, une couverture avec, je dirais, Christophe à sa grande époque. Plutôt beau gosse, il l'est toujours, mais plus abîmé en tout cas. Et puis on s'est dit finalement que Ma descente aux enfers, c'est plutôt cette photo-là. Parce que cette photo, elle montre quand même qu'il y a un espoir, il y a un sourire. Je suis revenu de l'enfer et je vais bien et je recommence une autre vie. Vous n'étiez pas d'accord avec le choix de cette photo au départ, Christophe? Au départ, non, parce que je ne le trouvais pas bien. Mais quand il m'expliquait après, quand il m'expliquait ce qu'il vient d'expliquer, bah, je pouvais que être d'accord avec ça. C'était très beau, parce que disait Alain tout à l'heure, en écrivant avec Christophe sa vie, j'ai l'impression que j'ai pris des coups, moi aussi, j'ai des traces. Il faut penser que le rôle de nègre est très important, parce que peut-être que tous les problèmes qu'a traversé Christophe, il y a un mot pour tout ça, c'est la solitude. C'est la solitude face à des gens qui vous arnaquent, face à un métier quand même très, très dur, et puis et on n'ose pas dire à ses proches et tout, et on rencontre quelqu'un qui met votre vie en mots. On a tendance à croire que le nègre est quelqu'un qui vit dans l'ombre parce qu'il écrit au noir et qui souffre sous les projecteurs qui éclairent l'autre. Mais non, il y a une jubilation dans l'état de nègre formidable et jubilation très utile pour celui qui en profite. Merci Didier pour la transition. On accueille justement un nègre professionnel, Guillaume Moijon. C'est une transition formidable. Merci. Applaudissements. Encouragement plutôt. Bonsoir Guillaume. C'est Guillaume côté Bernard. Vous êtes nègre. Pour inconnus, depuis maintenant 4 ans, vous aidez les autres à écrire ce qu'on appellerait le livre de leur vie. Vous avez écrit une 60aine de livres et vous fédérez 16 autres nègres. C'est le terme que vous employez, vous aussi? Absolument, oui. Il n'y a pas mieux. Bon, 16 autres nègres comme vous dans toute la France. 60 livres qu'on ne trouve pas en librairie puisqu'ils sont le plus souvent publiés à compte d'auteur en quelques très rares exemplaires. Je précise quand même qu'il y en a 2 qui vont bientôt être présentés au public. C'est les 2 que vous avez apportés là? Non, pas exactement. Ça, c'est un livre qui est déjà dans le commerce. Oui. Mais c'est le début de l'aventure, puisque c'est la biographie de ma famille. D'accord. Donc c'est ce qui explique que je sois devenu nègre, parce que j'ai pris un grand plaisir à le faire. C'est le premier bouquin que vous aviez écrit, ça? Oui, d'accord. Tout à fait. Oui. Donc c'est la vie de la branche maternelle, on va dire. Enfin, c'est très inspiré de la vie de mon grand-père. Et l'autre? Et alors l'autre, c'est le livre typique de mes clients. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Comment les clients viennent à vous et qu'est-ce qu'ils vous demandent et en quoi ce livre est typique alors? Il est typique dans sa forme, c'est-à-dire 200 pages avec des photos à l'intérieur, avec...
Dans sa présentation, en fait, il est typique, parce que sinon, chaque histoire est différente, naturellement. Celui-ci s'appelle Ma vie, c'est pas par hasard? Ma vie, oui. Et je trouve très drôle, d'ailleurs, que ce soit la vie d'une Antillaise qui m'a dit, elle était de couleur foncée, elle m'a dit « Guillaume, vous êtes mon nègre blanc ouais, ». Donc, parce qu'il y en a d'aucuns qui m'ont dit « nègre, c'est raciste ». Non, Didier et d'autres se sont exprimés sur le sujet, bien sûr que non. Ce livre, par exemple, pour prendre celui-ci qui est exemplaire du travail que vous faites, il a été édité en combien d'exemplaires? Celui-ci, de mémoire, a été fabriqué à 100 exemplaires. Généralement, c'est combien d'exemplaires qui sont édités? Les deux demandes les plus formulées, c'est 20 ou 50, selon que la famille est importante ou pas. C'est ça, c'est pour la famille et les amis, quoi. Oui, c'est ça, oui. Pourquoi les gens veulent écrire leur vie? Je crois qu'il y a 4 motivations profondes qu'on a déjà partiellement évoquées. Il y a d'abord, pour ce qui concerne mes clients, en tout cas, l'envie de transmettre un patrimoine. Le deuxième aspect, c'est d'évacuer une douleur. Alors, on l'a vu également. Le troisième aspect, c'est de régler un compte. Et le quatrième aspect, qui est plus sous-jacent, c'est, je crois, tout le monde a besoin de reconnaissance. Et quelle meilleure reconnaissance que de transformer sa vie en un livre et de devenir le héros de sa vie à travers un livre. On peut régler des comptes en publiant un bouquin en 20 ou en 50 exemplaires. Quel compte règle-t-on par rapport, par exemple, à une thérapie qu'on ferait avec un psy? Je ne suis pas sûr que la comparaison soit judicieuse, parce que la thérapie, c'est quand même la recherche d'une vérité stricte et pure. Là, dans un livre, on peut éventuellement réinventer 2 ou 3 détails. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment on fait un livre de règlement de compte quand on l'édite pour 20 personnes et qui ne sera jamais en librairie. C'est la question. Le règlement de compte, en fait, il est dans la tête de la personne. À partir du moment où elle écrit, ça devient la vérité. L'écrit est plus fort que l'oral. Donc la personne se dit, bon ben voilà, on m'a bafoué, on m'a humilié ou on m'a battu, puisque je pense notamment à des femmes battues. Vous avez réalisé une très belle émission sur le sujet ces jours derniers. J'en ai parmi mes clientes qui me racontent ça. Il n'y a pas que des vies ordinaires, il y a aussi des vies de souffrance. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est une manière de tourner la page. Il faut l'écrire pour la tourner. Avec qui vous refusez de travailler? Les cons. Ça fait du monde, hein, quand même. Hein. Ça se voit à quoi vous avez, qu'est-ce que vous avez comme si critère? monsieur a un radar, ça pourrait nous servir, effectivement, Gaëtan et moi. Oui. Comme critère, j'aimerais bien savoir comment vous les repérez. Vous êtes très très fort. Comment je les repère? En discutant un petit peu. Un entretien téléphonique permet déjà de déterminer certains niveaux. Parce que, comme l'a dit Alain, c'est bien ça, Didier, c'est vrai que le métier de nègre suppose d'aimer la personne. Il faut qu'il y ait une certaine osmose. On ne peut pas se mettre dans la peau de l'autre sinon. Parlez-nous du radar anti-con, là, parce que Audiard disait, par exemple, les cons osent tous, c'est à ça qu'on les reconnaît, d'ailleurs. Vous avez quoi pour les reconnaître, vous? C'est la manière dont ils se comportent avec moi. Ouais. S'ils arrivent en disant « j'aimerais écrire ma vie, j'aimerais que vous écriviez ma vie, comment ça se passe ?» Je leur dis « essayez-vous, on en discute. » S'ils me disent « quand le jardinier aura fini, là, vous voudriez pas qu'on écrive ma vie vite fait, d'un air hautain, vous voyez, ce genre de choses. Bon, enfin là, je caricature un peu. Mais quelqu'un de brutal, quelqu'un de... Oui, qui n'a pas de respect pour vous, donc moi je ne peux pas en avoir pour quelqu'un qui n'en a pas pour moi. Est-ce que vous avez affaire parfois, si on parle de contenu du livre cette fois-ci, à des personnes qui vont raconter des choses qui vont contre votre morale à vous, contre la morale au sens large, ou des personnes qui veulent peut-être modifier la réalité? Alors qu'ils veulent modifier la réalité, ça arrive, je sens que des fois, dans certaines situations, des clients se mettent un peu en valeur. J'ai le sentiment que ça ne s'est pas passé exactement comme ça, mais je n'interviens pas. J'écris du moment que ça reste un récit cohérent. Quelles sont les histoires que vous ne voulez pas écrire alors? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait parlant vraiment. En parlant de contenu, non. J'aimerais pas une vie de brutalité, de racisme et de tout ce que nous exécrons tous, je crois. Donc, je préfère une vie agréable avec des voyages, des enfants et du soleil. Mais bon, il y a des destins ordinaires, des destins extraordinaires, il y a un petit peu de tout. Il n'y a pas eu à ce jour de vie que je refuse ou que je regrette d'avoir transformé en livre. Rapidement, Guillaume, comment se déroule une séance de travail avec quelqu'un qui vous demande d'écrire le livre de sa vie? Alors les gens viennent me voir à Vannes et pendant 1 heure, nous discutons, puis pendant 1 heure, j'écris seul. Ça, c'est une séance. 2 heures. 2 heures. Donc combien coûte la séance? 500 francs la séance. Combien faut-il de séances pour écrire un livre? Un livre de 200 pages, c'est 25 à 30 séances. Ça dépend de la manière dont la personne s'exprime. Donc il y en a pour combien? Donc un budget de 15 000 francs 12 à 15 000 francs, c'est ça pour l'écriture. Sachant que mes clients sont des gens plutôt modestes en général. Oui. Parce que la méthodologie que j'ai mise en place, si je suis nègre pour inconnu,
Ce qui n'exclut pas d'ailleurs d'écrire pour des gens connus. Mais si je suis accessible à tout le monde, amateurs, absolument. Ouais. Et si Monsieur Fixot veut publier ma biographie, on peut en discuter à l'occasion. Mais bon, parenthèse, non, petite blague terminée. Il faut comprendre que le paiement à la séance, que j'ai copié d'ailleurs sur mon frère psychanalyste, donc on rejoint la psychanalyse, permet à quelqu'un qui a peu de moyens de s'offrir ou de financer une séance par mois. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent va en financer 2 par jour. Ouais. Alors 20 exemplaires, ça peut être très important pour celui qui se retrouve avec. Ce n'est pas exactement ce qu'on appelle un best-seller, Bernard. À partir de combien? C'est pas du tout le même sujet. Mais c'était pour non, mais c'est pas le même sujet. Je veux dire, on fait pas la même chose. Non, mais ça pourrait être le même livre au cas où l'histoire serait... Voilà, exactement. À partir de combien d'exemplaires vendus vous considérez qu'un livre est un succès? Selon vos chiffres à vous, quoi. Franchement, aujourd'hui, pour vous donner une référence simple, pour les gens qui connaissent ça, un livre apparaît dans la liste des best-sellers en ayant vendu entre 20 et 25 000 exemplaires. Donc à partir de 20 et 25 000 exemplaires, c'est un succès. Après, il y a des livres qui se vendent à plusieurs millions d'exemplaires. Un gros succès d'édition aujourd'hui? Un gros succès d'édition aujourd'hui, c'est 100 000 exemplaires. Oui. Qui sur ce plateau a gagné de l'argent avec son livre jusqu'à présent, Pierre? Vous savez déjà combien vous allez gagner? Vous avez une avance de votre éditeur? J'ai une avance, petite avance de l'éditeur. Ouais. Combien? Autour de 100 000 francs. 100 000. Henriette, vous avez une avance? Il va gagner 3-4 millions avec son livre? Je pense, oui. Parce que là, il est presque à 100 000 exemplaires. Ouais, alors si c'est 100 000 exemplaires, mais il y aura du poche, du club, etc. Ouais. Et ça, vous gagnerez 2 millions, 2,5 millions. Si c'est 100 000 exemplaires. Je crois que Henriette, vous avez une avance de votre éditeur? Oui. Combien? 30 000. Ah. Combien? 30 000. Oui, c'est assez logique. C'est assez logique, oui. Parce qu'il a fallu payer la personne qui a travaillé avec vous. Si vous en vendez, j'imagine que la plupart du temps, la répartition des droits d'auteur, c'est à peu près 50-50. Entre l'auteur et l'éditeur? Oui, ça dépend de qui est l'auteur. Si l'auteur est connu, évidemment... Non, entre l'auteur et le nègre. Ah, pardon. L'auteur et le nègre, oui. Si les auteurs touchaient 50% avec l'éditeur, alors quelle est la répartition? Nous serions tous dans un paradis fiscal. C'est ça, alors, entre l'éditeur et l'écrivain. C'est variable. Disons que l'auteur touche en moyenne entre 8 et 15%. C'est ça. Et l'éditeur? Bah, le reste. Ah bah non, il y a quand même des frais. Ah bah il se débrouille avec les frais, mais le reste... Alors donc, non, mais je pense que... ça vous fait rire, ça, oui, ça me fait rire. Oui. Oui. Vous avez oublié cette bonne nouvelle, non? C'est une bonne nouvelle. Je suis très content de gagner, je ne sais plus, donc 85. Oui. C'est ça? C'est ça ou pas? Non, mais d'abord, vous voulez qu'on parle de ça en 30 secondes? Un petit peu, c'est important. En 30 secondes, non, mais c'est ça, en 30 secondes. Allez-y. Un livre de 100 francs. Vous avez 50 francs qui va à ce qu'on appelle la distribution, c'est-à-dire les gens qui font les paquets et les factures, les représentants et le libraire. Parce qu'évidemment, quand un libraire vend un livre 100 francs, il l'a payé 60 francs. Bon. Ensuite, il y a l'éditeur, l'auteur qui gagne entre 12 et 15%. Il reste donc 50. Il gagne 12 et 15%. Là, il en reste 35. Ou 35 il en reste 35. Bon. Ensuite, il y a l'encre et le papier, contrairement à ce qu'on vend. Ça ne coûte pas très cher. Ça coûte environ, sur un livre de 100 francs qui se vend bien, ça coûte à peu près 12 francs. D'accord, donc il nous reste quoi, un peu plus de 20 francs. Un peu plus de 25 francs, disons. C'est ça. Ensuite, il y a les frais généraux de l'éditeur, parce qu'il paye des salaires à des gens, qui sont à peu près aussi de l'ordre de 10-12 francs. Donc il reste quoi, 15 francs? Il reste environ 12 francs et demi. Bon, ensuite, il dépense de l'argent en publicité qui sont, selon les éditeurs, sont 3 francs ou 5 francs. Et en fait... Il perd de l'argent dans l'article. Non, pas du tout. Moi, je le vois arriver, il perd de l'argent. Pas du tout, pas du tout. T'as quelque chose sur ta prestation? Non, pas du tout. Ouais, pour un grand best-seller, l'auteur gagne 70% de ce que gagne l'auteur. L'éditeur gagne, 70% de ce que gagne l'auteur. Pour un livre qui se vend moyennement, il gagne à peu près la même chose. Et pour un livre qui se vend très mal, évidemment, l'auteur gagne très peu et l'éditeur perd un peu. D'accord. Bon, vous savez, c'est pas un métier, on fait fortune. D'accord. Non, je ne savais pas, mais c'est bien de le préciser. Vous voulez ajouter quelque chose, Didier? Non, ce sont les Didier, chiffres. Je crois qu'on est d'accord sur les chiffres, non? Oui, donc tout à fait. Ça veut dire que l'auteur gagne autant que l'éditeur? Sur un best-seller, il gagne plus, même souvent. C'est normal, d'ailleurs. Parce qu'on parle chiffres, tout le monde fantasme sur le prix Goncourt. Il faudrait bien savoir qu'un prix Goncourt, qui se vend bien, dit que c'est minimum 100 000. Mon cas, non, on parle argent. Ça vous sert à payer, si vous n'avez pas d'autres revenus réguliers, 5 ans d'impôts. Et puis après, il n'y a plus rien. Bon, on a évacué la parenthèse argent. Il est plus intéressant de parler de ce qui se passe chez les gens qui écrivent. Bon, ça, on y revient, d'accord. Non, parce que on a je trouve des témoignages formidables, et on aura le temps d'en parler, je pense, pour montrer combien le travail avec les mots peut modifier la personnalité et modifier la vie de la personne. Et je crois que c'est là un peu le sujet de l'émission aussi. Merci de nous recadrer.
Il y a longtemps que j'ai pas eu un invité qui dit qu'il faudrait peut-être recadrer mon petit Jean-Luc quand même, parce qu'on est en train de se perdre là.